Le missionnaire, la mission des élus. Le missionnaire. La question s'est posée de savoir s'il existait une mission pour chacun ou même pour certains que l'on dit élus, élus de Dieu ou élus des cieux. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie pour en venir à une négation de l'être, c'est-à-dire non pas pour chercher et dire je suis, mais plutôt pour dire je ne serai pas, quand bien même je peux l'être. Si nous ne sommes pas entendus, à quoi bon parler? Cela nourrit un espoir, nourriture subtile de l'ego, et à cet instant je me dis mais pour qui j'écris ceci dans mon cahier alors? Certainement parce que je n'ai pas fini le travail et qu'il existe encore en moi de cet espoir d'être. Être est un sentiment omniprésent et difficilement contrôlable, la manifestation de l'ego. Être donne une raison de vivre en apparence, et cela peut prendre des proportions malsaines si l'on n'en est pas conscient, si l'on n'a pas la force d'y résister. Pourtant, qu'est-ce qu'une vie sans être, si l'on décide d'être rien? Peut-on tuer l'ego à ce point et quelles en sont les conséquences? Quoi qu'il en soit, je serai toujours quelque chose, un être humain, une femme, une fille, une mère, une vendeuse de plantes, une vendeuse d'emballage, une incomprise. Sauf que ce dernier chose, je peux m'en défaire en tuant simplement en moi l'espoir d'être comprise. Il y a des gens sur cette terre qui cherchent des réponses, comme moi je les ai cherchées avant eux, et c'est dans l'histoire, les écrits, les films, les séries, dans les rencontres, les expériences de la vie, l'introspection, l'observation d'une même chose 100 fois que j'ai avancé, alimenté ma compréhension. Une compréhension qui se transforme à chaque instant, à chaque seconde, qui nous rend dissonants pour nos interlocuteurs qui suivent le fil de notre compréhension. Un jour tu dis noir, mais après quelque temps tu diras blanc, et il n'en reste pas moins que tu pouvais hier expliquer le noir sans qu'on puisse remettre ta logique en question, et aujourd'hui le noir s'est transformé en blanc, et c'est la même véracité, la suite cohérente qui explose encore. Pour moi ce n'est pas un problème, mais j'ai souvent regretté de partager mes compréhensions, car elles émanaient d'un domaine trop vaste pour en voir le bout, donc en perpétuel mouvement. Finalement, on ne peut partager de manière fiable que la réponse finale. Le raisonnement qui se trouve entre la question et la réponse n'est qu'apprentissage, et seule la réponse est perfection immuable. J'ai souvent eu l'impression d'aller trop vite, pas pour moi, mais pour la compréhension des autres. J'ai vraiment souffert de l'incompréhension des autres, qui peuvent être très violentes dans leur sens, dans la manière dont ils nient leurs limites quand ils ne comprennent pas ce que l'autre dit. En fait, l'incompréhension a plusieurs origines, l'écart de perception, le niveau intellectuel, le niveau de conscience, la définition du langage, l'état d'esprit de l'instant. Mais il y a quand même un point de limite qui renvoie à l'idée d'infériorité, et cela mène certains à devenir un peu fous. Cette façon qu'ils croient que tout le monde pense comme eux, aura la même analyse qu'eux et que finalement, si eux ne comprennent pas, alors personne ne va rien comprendre, que s'ils ne comprennent pas, c'est que la réponse est mal formulée, mais à aucun moment ils ne peuvent imaginer que ce soit leur limite qui les empêche de comprendre. Ils pensent que celui qui écrit doit se mettre à niveau de manière à ce que tout le monde comprenne, qu'il doit s'adapter pour être compris. Sauf que celui qui écrit n'a pas à être compris. Comprendra celui qui peut comprendre. C'est comme ça que naissent des ouvrages écrits en forme obscure. En réalité, ils n'ont pas été écrits volontairement de manière obscure, mais au niveau de compréhension extrêmement élevé de son auteur. C'est comme devoir lire une équation alors qu'on est nul en maths. Il manque des mots, on ne comprend pas ici ou là et pourtant. Il ne manque rien. Si tu es assez haut dans le domaine, tu comprendras tout. La réponse n'est jamais importante finalement. C'est ce que suscite la réponse en nous qui est important. On comprendra ou non, on comprendra quoi. Tout cela diffère d'une personne à l'autre, et ce qui importera, c'est de l'analyser pour comprendre quelque chose en nous et
de nous et c'est tout, seulement nous. Dans mon évolution, je ne peux pas dire si les traces d'informations, création a priori humaine, histoire, vestiges, écrits et même cinématographiques sont secondaires, si l'observation directe du vivant fut ma principale source et si elle aurait suffi à atteindre le même résultat. Je n'en suis pas sûre du tout, à vrai dire, je crois qu'il m'a fallu tout ça. C'est-à-dire que leur interprétation m'était nécessaire et m'a aidé à évoluer. Bien sûr, il faut quand même relativiser, car sans connaître la fin, rien ne dit que je sois dans une évolution positive. Cela vous paraît peut-être étrange, mais s'il existe bien une chose compliquée pour l'homme, c'est bien de ne pas faire. En d'autres termes, rien ne dit que de chercher des réponses soit une bonne chose. Rien ne dit que de vouloir connaître tout, ses origines, son devenir, est un choix de bon sens. Comme je le dis plus haut, l'idée de ne pas être, quand bien même je peux l'être, est une possibilité difficile à prendre selon le contexte. Personne ou presque, Dieu merci, ne veut être un assassin, mais qui ne voudrait pas être un élu ou un grand scientifique reconnu s'il en a la capacité? Et pourtant, la reconnaissance d'être n'a de sens que pour l'ego. Alors que m'apporte de savoir tout, et n'est-ce pas plus difficile de résister à la tentation? Ne faut-il pas un courage féroce pour dire non, surtout si cela suppose de vivre dans l'abondance, dans la paix apparente extérieure? Certains répondront qu'il faut être bête, que Dieu, dont ils ne connaissent rien au passage, a donné cette capacité et que c'est une chance qu'on se refuse à prendre et que si c'était lui, en effet, eh bien justement, ce n'est pas lui, mais ça ne résonne pas positivement chez lui. Il n'en fait pas cas de savoir pourquoi ce n'est pas lui. La seule chose qui se dessine quand ce n'est pas lui est l'envie, nourriture de l'ego, que ce soit lui. J'ai dit qu'ils ne connaissent rien à Dieu, et c'est vrai. Ils ne pourraient pas expliquer de manière claire et cohérente qui est Dieu, quelles sont les forces de Dieu, comment Dieu fonctionne, ce que nous sommes pour lui et ce qu'il attend de nous. Mais moi, je peux. Concrètement, scientifiquement, irréfutablement, je le peux. Une masse irréfléchie qui n'a pas de sens d'analyse cohérente, incapable de balayer des croyances ancrées depuis toujours dès lors qu'une incohérence apparaît. L'incapacité d'opposition, l'incapacité d'être seul contre tous, les pousse à nier l'évidence et surtout à ne pas chercher à comprendre. Ce qui me conforte dans mon évolution, quand je disais plutôt qu'il se pourrait qu'il ne faille pas être, c'est que le système dans lequel nous sommes actuellement est formé de manière à nous tromper en permanence. Tout y est inversé. C'est-à-dire qu'on accompagne l'homme dans sa perdition et que, comprenez bien, ceci est parfaitement utile à notre avancement. Je n'ai rien à redire sur le système, il est parfait. Ce système, qui est mon pire ennemi matériellement parlant, est aussi indispensable à ma réalisation. Le système est une mécanique très bien pensée qui se comporte comme un révélateur de conscience. Il comporte beaucoup de cases, de phases, qu'il serait trop long de détailler ici, surtout que je cherche à expliquer le rôle de la mission. Et dans ce caractère missionnaire apparaît l'ego, le sentiment d'utilité à faire, le sentiment de devoir envers les autres et de positionnement inévitable de supériorité. Laisser une trace, même si ce n'est que pour un. L'homme cherche à être pour se sentir vivant, et sa plus grande peur est celle de l'échec, même s'il est bien souvent le seul responsable de son échec dans la surestime de soi, et que c'est l'échec et seulement l'échec qui le mène véritablement à se rectifier. Il n'en veut pas, et il a gravement tort. Au stade où je suis, c'est de mon ego que j'ai peur, plus que de mon échec. L'échec ne m'affecte pas, si tant est que l'on puisse dire que l'échec existe vraiment. Mais l'ego est une maladie pour moi, une maladie contre laquelle je me bats ardemment pour guérir. La moindre valorisation le nourrit, le moindre compliment le nourrit, le moindre sentiment généré par mes écrits à l'autre bout du monde est une énergie qui revient vers moi et le nourrit inlassablement. Pourtant,
Comment faire si je dois transmettre, si je dois laisser des traces comme d'autres avant moi, dans un sens missionnaire sans nourrir mon ego? Je peux le faire de manière anonyme, et je sens mon ego qui se défend quand j'écris cette phrase. La reconnaissance d'être, de faire, nous donne de la valeur, et l'ego voudrait être le meilleur, le premier. Vraiment, il n'aime pas cette idée, on se bat trop lui et moi. Je pourrais presque lui donner un nom, celui d'un de mes ancêtres par exemple, et converser avec lui puisque je suis capable de reconnaître ce qui émane de lui, les sentiments et même les pensées. Alors, l'altruiste, celui qui n'attend rien de ce qu'il fait, existe-t-il vraiment? Parce qu'en réalité, l'ego a aussi sa particularité de réussite intérieure. Tuer son désir d'être dehors nourrit une autre forme d'ego, celle d'être dans la bonne voie ou pseudo-bonne voie à l'intérieur, et on n'en finit jamais, me direz-vous. Oui, voici qu'on se satisfait à soi-même. Se satisfaire à soi-même est un ego un peu différent. On devient insensible au monde extérieur, intouchable, libre, totalement libre. On s'en fout de savoir ce que l'on pense de nous, on ne répond plus au système. On est devenu un hors-système, du plus haut niveau. Aucune menace ne peut nous faire plier, la force mentale et de conscience est arrivée au niveau de la supraconscience. La mort même ne suffira pas pour nous réintégrer dans la boucle. La menace de quelque nature que ce soit n'a plus de prise, vous n'avez plus peur de rien, vous êtes devenu immortel, le pire ennemi du système. Et c'est grave, c'est très grave, parce que ce qui vous attend à partir de là est sans mesure, n'y allez pas si vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il n'y a plus de contraintes volontaires, plus d'obligations imposées et imposables. Mais il reste la prison, et c'est cela dans lequel vous allez évoluer pour finir votre temps ici. Tout ce que vous ne pourrez pas éviter, et il y en a, ne vous affectera pas, mais vous obligera. L'asservissement volontaire n'est plus, mais il reste l'asservissement de force sur lequel la seule manière de s'en libérer est la mort, ou la marche arrière, c'est-à-dire l'abandon et l'adaptation qui ne peut se faire qu'en allant à contre-courant de votre moi. À ce stade, je m'épuise à vivre, puisque vivre demande des moyens et que le système ne vous répond plus. Il vous empêche, dans votre état, d'obtenir les moyens tels qu'ils sont définis dans votre conscience. Le système est une réponse, et vous n'existez plus pour lui. Vous n'êtes plus du tout en phase avec la ligne de commande système. S'il vous laisse entrer, vous vous comporterez comme un virus. L'image de Matrix est bien réelle, et je vous expliquerai plus tard le jeu du système dans le système. Le jeu de être dans le système. La supraconscience que vous devenez, que je suis devenu, a posé des limites infranchissables contre le système, et d'autres, avant moi, ayant atteint le même niveau, ont forcé le système à évoluer, à se durcir. Parce que vivre nous oblige à être, un tant soit peu quelque chose qui puisse au moins nous faire manger. Oui, c'est la base, même si il arrivera un temps, Dieu merci, encore, où ça ne sera plus indispensable, vivement ce jour, et que pour autant, nous serons bel et bien vivants. Pour l'instant, il faut au minimum manger pour vivre, le reste est accessoire. Même si on se limite à produire sa propre nourriture, à chasser, à pêcher, à cultiver, et même si l'on vit en autarcie, il y a rare d'endroits sur cette terre où l'on ne sera pas soumis au système. Les obligations, les contraintes, les propriétés et même les besoins d'autonomie, le matériel, les graines, la récolte sauvage, le droit de pêcher, de chasser, tout cela est déjà sous la coupe du système et de son totem, l'argent. Le contrôle est total et c'est là que votre capacité s'arrêtera, ou pas, et que c'est là la fin en soi de se libérer ou d'être assez fort pour tenter une embardée, c'est-à-dire d'exploser littéralement les compteurs en devenant un fugitif du système, un ennemi désormais jugeable et condamnable. Triste réalité, le système vous oblige à être, à moins d'être fou. Accepter de n'être rien n'était pas simple. Et pour ma part, je suis dans l'incapacité de surpasser ça, ou de faire marche arrière. Ce serait comme abandonner à 2 mètres du podium. Il me reste mourir pour finir, pour me libérer de l'asservissement du système.
Mais ne pas répondre à cet asservissement est d'accepter de répondre à un autre. Il existe deux systèmes. Celui de la perfection extérieure, réussite sociale et financière, et celui de la perfection intérieure, mort de l'ego et l'illumination. Et ces deux systèmes se combattent littéralement et obligent. Ce serait mentir que de dire que le système intérieur est un système de liberté, de contrôle absolu du moi. Il l'est dans le sens de la finalité. Mais pour se réaliser, quand il a trouvé un agent potentiel, il induit plus encore que le système extérieur et dans sa première approche est capable de se servir du système extérieur comme d'une arme positive pour arriver à ses fins. Finalité qui veut notre bien, ne l'oublions pas. Mais il existe un vrai combat entre ces deux systèmes. Le système extérieur fait tout pour te perdre dans le sens de la perdition, mais le système intérieur te sauve. Et quand tu rentres dans ce système intérieur et que tu comprends l'importance et la rareté de l'éveil, il peut s'y trouver une sorte de sentiment missionnaire pour faire grandir les rangs, pour sauver des âmes. Dois-je tenir encore et le plus longtemps possible? Ai-je une mission véritablement avant d'en finir? Donc mourir comme le dernier lien avec le système extérieur, pour n'être plus qu'intérieur, puisque je suis prête, je crois, laisse perplexe quant au sauvetage des autres. On finit par se poser la question de ce que l'on doit faire, si l'on a une mission pour les autres, ou si on ne se sauve que nous-mêmes, ou que notre expérience doit servir, et puis toujours cet ego que l'on retient et qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Parce que notre affaire d'immortalité et d'éternité n'est pas acquise à ce stade. Et rester dans le système extérieur est dangereux. C'est vraiment le sentiment qu'on en a. Une fois qu'on est passé dans la case immortelle, il faut devenir éternel. Et une seule rechute et c'est perdu. La voie est droite. Il n'y a aucune place pour l'écart. Il n'y a pas de pardon parce que personne ne vous fait entrer dans le cercle privé. Il n'y a pas de système de cooptation dans ça. L'immortalité est acquise par la rectification de conscience, donc naturellement on se raccroche à cette énergie et l'éternité est la résultante de s'être rectifié au point que rien, ni personne, ni jamais ne puisse vous en faire sortir. Donc l'idée de continuité dans le monde des vivants, des morts plutôt, est une nécessité liée au passage de l'immortalité vers l'éternité. Je crois que c'est la dernière étape et une dernière étape de supratentation qui s'ouvrira maintenant. Et comme dit précédemment, le système intérieur oblige donc, qu'on le veuille ou non, on rentrera dans le dernier niveau d'expérience. Et là, tu trembles et tu sens ton ego qui danse. Il y a quand même une forme de choix qui s'ouvre à ce moment. Je crois qu'on a le choix d'être à cet instant et même que c'est une condition sine qua non de choisir par où on va passer, alors que tout ce qui s'est fait avant, et même lorsqu'on était inconscient, nous donnait l'impression de faire des choix qui finalement ne nous appartenaient pas. Mais maintenant, c'est à nous de jouer et de jouer sans tomber. Avant de continuer, sachez que la supraconscience ne peut pas se suicider. Elle ne peut même plus mourir tout court. Et sa force de résistance est telle que même son corps est devenu plus puissant qu'avant. Donc on comprend à ce stade que l'évolution suivante ne sera pas la mort telle qu'on la connaît. Tout au plus se libérer de son corps, de le métamorphoser ou d'en prendre un autre. Mais mourir là, on oublie. Le corps continue à vieillir, mais dans des proportions différentes. Et la conscience est arrivée à un niveau de protection de haute sécurité en développant des capacités extrasensorielles étonnantes. Le corps, comme l'esprit, sont difficilement atteignables et corruptibles. La phase qui s'ouvre est extrêmement dangereuse. D'abord parce que l'on peut chuter encore, mais également parce qu'on rentre dans une bataille qui nous oppose à un système dont la seule prérogative sera de nous faire chuter. Finalement, la condition est de monter au plus haut dans le système sans se perdre, sans nourrir son ego. C'est comme si tout d'un coup, on est adulé par la moitié du monde et que l'on doit rester de marbre et peut-être même dire non merci. Et quelle carte on va choisir de jouer maintenant ?
puisqu'il faut choisir, il faut bien se connaître à ce stade. On ne peut pas y échapper et on ne peut pas jouer la sécurité parce que ce n'est pas du jeu. Et on ne doit surtout pas se surestimer, sinon on rechutera. C'est vrai que l'homme peut être tout, dans sa tête, mais pas dans son corps. Nous pouvons également faire remarquer que l'esprit est parfois une barrière intellectuelle et que la conscience asservie en est aussi une. C'est pourquoi le chemin est long et difficile pour arriver à ce stade et que certaines consciences n'y arriveront pas ou pas encore. Et mon ego se manifeste à l'énoncé de cette phrase. Il croit que cela lui donne de la valeur. Je peux le sentir. Plus on contient son ego et plus on le sent vivre. La supraconscience ressent tout. La moindre pensée induit des effets physiques et psychiques. Chaque réponse à une question se répercute sur moi et certaines font mal, physiquement douloureuses. Au-delà de ressentir l'ego, il y a la résonance de l'information que l'on reçoit, la manière dont on va accepter une vérité, les effets quand on assimile et accepte nos propres pensées. L'hypersensibilité se manifeste dans la connaissance ou la reconnaissance. Il n'y a pas de surprise ou d'ignorance en soi, parce qu'on est conscient de tout, mais cela n'en rend pas la chose plus facile. Le système d'induction qui est révélé est plus ou moins clair à ce stade. Je dis plus ou moins clair parce que je n'ai pas été très attentive à toutes les correspondances lors de la phase d'apprentissage, mais je suppose que d'autres auront fait un meilleur parcours que moi dans ce domaine. Par contre, la supraconscience et le corps sont très difficiles à gérer ensemble. Il faut souffler souvent pour tenir mentalement. La force mentale que requiert cet état de conscience est énorme. Quand une information arrive, qu'elle est vérité et que cette vérité va induire tout un tas de changements de conscience, ou qu'elle est difficile, violente dans son fond, l'induction se répercute sur le corps. On ressent une sorte de douleur au niveau du plexus. Et puis dans l'esprit, il se passe un phénomène de déconnexion pendant quelques secondes. L'assimilation peut être difficile quand l'information renvoie à une notion hyper dématérialisée. En réalité, il y a des bugs possibles selon les cas. On peut perdre pied ou perdre la tête. Il nous est impossible de rejeter l'information, mais il existe une technique pour l'assimiler. Il faut dans certains cas faire marche arrière, il faut rétrograder dans la pensée et concevoir la réalité comme un moyen de se raccrocher, de ne pas disjoncter. Quand on comprend la notion de Dieu l'Éternel par exemple, l'assimilation de la nature de l'âme, dénuée de personnalité propre et de mémoire, provoque un choc extrême car elle va nettoyer la conscience d'une telle quantité de croyances et d'informations inutiles que l'esprit vacille. Une oppression se fait sentir car l'imagination humaine a ses limites. Et donc il faut être capable de faire marche arrière, de dire que cette information est là, mais que ma réalité est d'être une personnalité et que je vis ici et maintenant. Donc ainsi on se raccroche et on peut continuer. Mais si l'on oublie notre condition, on peut ne pas supporter certaines informations. La mécanique n'est pas d'emmagasiner de l'information. Nous ne sommes pas dans un contexte de connaissance, mais dans la compréhension qui écrase les données au fur et à mesure de l'avancement. Vraiment, ce n'est pas facile d'être moi, et ma connaissance dépasse de loin l'univers, et je me demande bien ce que je vais en faire et comment je vais mener ma dernière étape dans ce niveau de perception. Alors, mission ou pas mission ?